bienvenue, je vous redis bienvenue à toutes et à tous dans cette émission qui est donc consacrée à un sujet ô combien important pour les générations futures et pour les générations présentes, l'intelligence artificielle. Alors, la technologie d'intelligence artificielle, on l'a vu, on en parle, elle est présente à peu près partout aujourd'hui, de la tête de notre République, avec la volonté du président Macron de faire de l'intelligence artificielle, de la France plutôt, un leader de l'intelligence artificielle, à nos salons où on peut papoter tranquillement avec des enceintes connectées qui utilisent, pour certaines d'entre elles, ces technologies. Juste un petit rappel pour les plus béotiens d'entre nous, je ne parle pas de vous dans cette salle, mais peut-être de celles et ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écouteront par la suite sur les plateformes de podcast. 20 ans seulement se sont écoulés entre la victoire de l'ordinateur Deep Blue contre Garry Kasparov en 97, ce qui ne nous rajeunit pas, et celle d'AlphaGo contre le champion du monde de Go Lee Sedol l'année dernière en 2017. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois plus tard, le système AlphaZero, toujours de Google DeepMind, devenait champion des échecs en moins de 24 heures, sans apprentissage humain supervisé. Je parle sous votre supervision, bien évidemment, et avec comme seule règle un livre de règles, justement, de jeux d'échecs. On est sur une tendance clairement exponentielle de la progression des performances de l'intelligence artificielle, ce qui fait dire au mathématicien et philosophe Gilles Dovec que nous assistons à, je le cite, une révolution scientifique comparable et peut-être supérieure en importance à la conquête de l'espace. Je vous laisse méditer quelques secondes là-dessus avant de reprendre la parole. Donc l'usage de ces technologies se développe dans plusieurs domaines bien réels, mais elles se sont auparavant imposées dans nos imaginaires. Et ça peut parfois poser un petit problème, parce qu'il faut bien avouer qu'on a plus tendance à visualiser Terminator que Wall-E, quand on parle d'intelligence artificielle. Donc ces fantasmes relativement négatifs autour de ces technologies qui vont conquérir le monde et réduire l'humanité en esclavage sont légion. Résultat, quand elles débarquent dans nos entreprises, il faut bien avouer que ça fait parfois un petit peu peur. Dans certains esprits, l'intelligence artificielle constitue une menace plus qu'une opportunité, encore maintenant. Une récente étude menée en France soulignait d'ailleurs que si 80% des dirigeants considèrent que l'intelligence artificielle est une bonne chose pour leur entreprise, vous savez combien de pourcents des salariés considèrent que c'est une bonne chose pour leur entreprise 40. Voilà. On n'est clairement pas sur un taux d'acceptation encore suffisant. Pourtant, en augmentant nos capacités et en transformant en profondeur nos entreprises, l'intelligence artificielle et l'automatisation peuvent permettre d'enrichir la relation client, d'améliorer l'analyse des données et, in fine, peut constituer une aide précieuse à la prise de décision. C'est bien là la promesse du sixième sens qui s'affiche un petit peu partout. Les entreprises augmentées grâce à l'intelligence artificielle et qui prêtent attention aux craintes de leurs salariés, sauront s'imposer et prendre le lead, vraisemblablement, au XXIe siècle. Et c'est justement cette focale qu'on a choisi d'évoquer ce soir, en nous penchant sur l'intelligence artificielle en entreprise, un sujet qui est peu ou mal traité dans les médias grand public, je me permets de le dire, et je n'ai pas peur. Alors, pour cela, j'ai la chance et l'honneur d'être entouré de spécialistes de cette révolution technologique, à commencer par Marie-Caroline Baer, qui joue à domicile ce soir, puisque après avoir travaillé sur de grands projets d'innovation et de transformation numérique pour de grands groupes au sein de Capgemini Consulting, vous dirigez désormais la practice Smart Automation du cabinet. Bonsoir, Marie-Caroline. À ses côtés, de l'autre côté plutôt de David que je vous présentais tout à l'heure, je vous présente Mélanie Casse qui travaille entre R&D et commerce chez EDF depuis 2001, si mes informations sont bonnes. Data scientist de formation, vous pilotez depuis quelques mois un projet du nom d'Aria, dont on reparlera tout à l'heure, qui a pour ambition d'identifier le potentiel de création de valeur de l'IA pour le marché des particuliers. Bonsoir à vous, Mélanie. Bonsoir. Et enfin, David Bessis, qui, après avoir occupé un poste de chercheur en algèbre, et en géométrie au sein de plusieurs institutions, a franchi le pas, a sauté le cap, et a créé son entreprise en 2010. Cette entreprise s'appelle Tiny Clues et propose une plateforme s'appuyant sur du deep learning pour détecter les futurs acheteurs de n'importe quel produit mis en avant dans des campagnes marketing. C'est bien ça ? Exactement. Super. Et bonsoir David. Donc voici nos trois intervenants avec qui on va rentrer très vite dans le vif du sujet et dans le vif de la discussion. Puisqu'on l'a vu au cours de mon introduction qui se voulait un peu courte, l'intelligence artificielle a presque autant de définitions que d'applications, qui sont déjà nombreuses.
On va d'ailleurs s'en rendre compte avec ce petit tour de table, au cours duquel j'aimerais simplement que vous répondiez à une question qui est simple aussi. C'est quoi l'intelligence artificielle et comment vous l'utilisez au quotidien? Marie-Caroline Baer, à vous l'honneur de commencer à répondre à cette question. Merci. Pas la plus facile des questions. Moi, je me dis que l'intelligence artificielle, c'est ce qui doit quand même permettre d'égaler et de dépasser l'intelligence humaine. Donc, en fait, je raisonne plutôt dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'intelligence humaine, c'est ce qui permet finalement à l'homme de comprendre le monde extérieur, de voir, d'entendre, de sentir, et puis de l'interpréter pour prendre des décisions, mener des actions. Donc je pense que toutes les technologies de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui vont dans ce but-là. Il y en a beaucoup qui manquent. Je pense qu'il n'y a rien sur le toucher, par exemple, ou sans doute très peu de choses. Donc je pense qu'en fait, l'IA, c'est surtout, vous le disiez en introduction, un énorme disrupteur en fait, qui se profile pour les entreprises, et je pense qu'on n'en est qu'au début. Et quand vous dites que ça va peut-être potentiellement dépasser l'intelligence humaine, vous êtes consciente que ça peut effrayer un certain nombre d'individus? Non, mais ça peut tout à fait effrayer. Après, les délais de dépassement qui sont couramment communiqués sont plutôt autour de 2045, donc ça nous laisse un petit peu de marge pour y réfléchir. Et pour s'y préparer. Alors, Mélanie Casse, pour vous, sur la définition de l'intelligence artificielle et la façon dont vous l'utilisez au sein d'ARIA, parce que j'ai dit ARIA, mais je n'ai pas dit ce que ça voulait dire. C'est vrai. Alors pour ARIA, ça veut dire automate, robot et intelligence artificielle. Donc c'est le projet qu'on a monté à EDF Commerce pour travailler et explorer l'intelligence artificielle. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des outils et solutions qui vont nous aider à améliorer la satisfaction client, améliorer aussi notre efficacité commerciale et opérationnelle. Et puis, par rapport à d'autres outils, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est des outils qui sont apprenants, qui vont s'adapter aux collaborateurs, qui vont s'adapter aux clients. D'accord. David Bessis, avec votre formation de mathématicien hardcore, comme vous me le disiez tout à l'heure, je me permets de reprendre votre terme en antenne, pardonnez-moi. C'est le mot correct. Quelle est votre définition d'intelligence artificielle? Définition rapide, évidemment. Ouais. Et comment l'utiliser? Justement, je pense qu'il y a deux façons de définir. Il y en a une qui est technique, et à mon avis, c'est un contresens. Il ne faut pas rentrer dans c'est tel algorithme ou tel algorithme. C'est vraiment une question très pratique. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est des objets, des produits qui se mettent à faire des choses qu'on croyait réservées au domaine de l'intelligence humaine en la dépassant, ou parfois en étant un peu plus con, mais quand même assez efficace. Pour rendre ça tangible, j'aime bien comparer avec des choses qui sont passées dans le passé. Pendant très longtemps, les objets étaient des choses complètement inertes, complètement passives, et puis un jour, on a inventé la force artificielle, des moteurs, et les objets se sont mis à devenir mobiles. Et la force artificielle est plus forte que l'humain, et pourtant, c'est pas très grave. En fait, on est plutôt content de vivre avec des machines plus fortes que nous physiquement. Mais sauf qu'elles étaient bêtes, ces machines, elles faisaient des choses très mécaniques. L'intelligence artificielle, c'est quand on est capable de les doter de choses dont on croyait que c'était le privilège des humains. Très bien. Et pour reprendre la fonction de l'intelligence artificielle dans nos entreprises actuellement, elle est présente dans notre quotidien, elle pourrait être présente dans nos entreprises, et encore une fois, pour reparler des peurs et des craintes, vous savez, vous commencez à comprendre que j'aime bien ça. La question est de savoir si l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise pourrait s'approcher de ça. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on se dirige vers des managers en mode HAL 9000 qui vont tout faire pour se débarrasser de nous? Vous aurez reconnu évidemment l'un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisé, 2001, l'Odyssée de l'espace. D'ailleurs, à chaque fois je tire mon chapeau au doubleur de HAL 9000 en français. Voilà, une petite pensée pour lui. Parenthèse refermée, est-ce qu'on se dirige donc vers des managers en mode HAL 9000 ou est-ce qu'on pourra plutôt compter sur des Wall-E ou des gynoïdes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour nous aider dans l'exécution des tâches les plus rébarbatives? C'est quoi, déjà, on va se concentrer sur aujourd'hui, je vais redonner la parole à Marie-Caroline, l'avantage
de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise? Alors aujourd'hui, c'est vraiment très très large, hein, les champs d'utilisation. Il y a des champs d'utilisation pour ce qui est d'augmenter le business, augmenter les revenus, donc le prédictif. Également la relation client, améliorer la relation, proposer des advisors. Donc vraiment beaucoup de sujets qui vont dans le sens d'augmenter les revenus. Beaucoup de nos clients mènent également des projets d'IA pour de l'efficacité opérationnelle. Hein. Donc, on a mené une grande enquête en fait, auprès de 1000 entreprises dans le monde et 3/4 des répondants en fait, avaient plus de 10% d'amélioration des ventes quand ils avaient fait de l'IA. Et quand vous dites quand ils avaient fait de l'IA, c'est quand ils utilisaient par exemple des robots conversationnels dans leur relation client ou... D'accord. Oui, donc c'est du déclaratif, hein, mais voilà, ils déclaraient à 3/4. Même chose pour tout ce qui est efficacité, ils étaient 80% à dire qu'ils avaient réussi à faire plus de 10% d'efficacité. Donc 10% c'est quand même un chiffre significatif hein, dans les entreprises, c'est des millions, donc c'est quelque chose qui fait ses preuves, qui marche. La question, et peut-être qu'on y reviendra, c'est effectivement le passage à l'échelle. Hein. Oui, c'est bien sûr un des éléments qu'on va traiter plus tard. Mais peut-être, juste pour ajouter un point, aucun métier n'est épargné, entre guillemets. Enfin, je veux dire, chacun, y compris les fonctions corporate qu'on oublie parfois un peu, parce qu'on parle des sales, du marketing et puis des back-office, il y a énormément d'enjeux de l'IA au sein des directions financières, des DSI, de la compliance, etc. Alors je vous vois tous les deux hocher la tête. Mélanie, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Dans le cadre d'ARIA, comment ça peut se traduire par exemple? C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, on en parlait, ça peut faire très peur en fait l'intelligence artificielle, d'autant que, alors chez EDF, il y a beaucoup de conseillers clients qui comme nous lisent la presse et peuvent voir des choses qui sont effrayantes, sur des choses qui ne sont pas forcément contrôlées, sur des choses qui vont prendre notre place, qui vont être plus malins que nous. Tout ça, ça fait très peur. Donc il y a un rôle important pour essayer de rassurer, d'expliquer, de montrer que aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il n'y a pas forcément aujourd'hui tant d'intelligence que ça. Donc on a un rôle important pour rassurer. Par exemple, on travaille avec les conseillers sur... on a un chatbot en ce moment sur nos sites qui s'appelle le EDF-Bot, qui marche pas si mal, sans être forcément extrêmement intelligent. On travaille avec les conseillers pour essayer de le challenger. On lui dit, parlez comme si vous étiez des clients, interrogez ce robot. Et puis exactement, comme si vous étiez des clients, et puis voyez ce qui répond. Et c'est des ateliers qui fonctionnent très bien, d'abord parce qu'on améliore notre outil, mais aussi parce que ça devient concret et qu'on voit que l'outil, déjà, de temps en temps, il se plante, ça le rend attachant. Donc les conseillers vont plutôt dire il n'a pas bien répondu, c'est pas si mal ce qu'il a dit. Il y a plutôt une relation d'affect en fait, avec l'outil. Exactement, l'erreur est humaine, elle est peut-être aussi liée au robot. Et du coup, ça aide à comprendre qu'en fait, l'intelligence, elle vient pas de la machine, elle vient de l'humain. Et puis, elle n'est pas figée, elle vit dans le temps. Donc, il faut lui apprendre tout le temps. Et ça humanise, entre guillemets. Et surtout, ça enlève ce mythe de ça va marcher sans moi et ça va être mieux sans moi. Il y a toujours besoin d'un humain derrière. Et à chaque étape. Ouais. David, dans le cadre de ce que vous faites vous, dans le cadre du marketing chez Tiny Clues, comment ça marche? Expliquez-nous. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a choisi, c'était vraiment le point de départ de la boîte, un domaine dont on s'est dit que ça pouvait être l'un des premiers où, pour de vrai, l'intelligence artificielle allait battre à plat de couture l'intelligence humaine et allait remplacer une partie du travail humain de micro-décisions quantitatives. Concrètement, c'est quoi? Nos clients ont généralement des millions de clients, des milliards de points de données sur ces clients. Ils ont une animation commerciale, sortie d'un nouveau produit, une promotion. Avant, il y avait un marketeur qui décidait arbitrairement que c'était la ménagère de moins de 50 ans ou l'appétant à telle catégorie de produits parce qu'il avait vu ça 3 mois avant. En fait, un algorithme est bien meilleur qu'un humain pour décider parmi les 10 millions de personnes exactement à qui il faut envoyer ce message. Et c'est pas figé. C'est pas figé, puis ça apprend de toujours des données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça crée non pas une disparition de l'humain. Nos produits sont utilisés par des humains, donc il y a toujours des marketeurs dans les entreprises pour utiliser ce produit, mais ils travaillent de façon différente. Paradoxalement, leur travail se concentre sur les dimensions plutôt de création et de stratégie et de vision et de politique marketing, plutôt que de faire du détail de micro-calculs dans des fichiers Excel, qui n'est pas un sujet pour les humains en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, et je ne veux pas vous inquiéter en disant ça, mais il faut quand même en avoir conscience. J'avais dit qu'on arrêtait. En fait, donc nous on a choisi le marketing. Moi personnellement, si j'avais dû choisir du point de vue de mon goût personnel, j'aurais voulu faire la même chose dans le domaine de la santé. Je pense que les médecins font prendre plein de mauvaises décisions et qu'à un moment donné, les aider par les machines, ça peut être génial. Simplement,
On n'en est pas encore là pour plein de raisons, probablement parce qu'il faut tuer quelques millions de personnes avant d'arriver à bien calibrer les trucs. Et c'est vrai que ça ne fait pas peur du tout. C'était ma première entreprise et j'avais pas la patience de faire ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui sur le marketing, qui est un domaine parfait parce qu'il y a plein de données, et puis c'est pas très grave si on itère un peu au début. Ça tue un peu moins les gens. C'est très quantitatif. En fait, dans les années, les décennies, et puis les siècles qui viennent, parce que ça va pas s'arrêter en fait, ça va se propager. Et c'est vrai que c'est quand même une lame de fond dont on a du mal à évaluer l'ampleur. Je pense que c'est vertigineux. Heureusement, on va graduellement apprendre. Mais il ne faut pas croire que les domaines qui sont aujourd'hui affectés par l'intelligence artificielle seront les seuls. Dans 50 ans, ce sera absolument différent, radicalement différent. Alors le point commun dans vos définitions, c'est quand même qu'on en reste, pour l'instant, en tout cas en 2018, au traitement de bases de données, en fait. Ce qu'on nomme intelligence artificielle, ça part de là, en fait. Ça part du traitement de bases de données, c'est bien ça. Oui. Qu'on comprenne à peu près, et ensuite, en utilisant effectivement, on les traite différemment. Est-ce que c'est bien ça, moi qui suis relativement béotien sur cette question? Traitement de grandes quantités de données, qu'elles viennent de bases de données structurées comme dans la relation client, ou de flux de données. Quand on prend des flux de vidéos, par exemple, on peut apprendre des choses dessus. C'est pas vraiment des bases de données. Mais en fait, qu'est-ce que l'intelligence? C'est apprendre à partir des données. Notre cerveau est capable d'apprendre à partir de tous nos stimuli. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent d'apprendre de façon un peu sectorielle dans tel ou tel type d'application, mais graduellement, ça se rapproche de notre façon d'apprendre. Alors, on le comprend quand même en vous écoutant. L'intelligence artificielle est déjà bien implantée dans les entreprises. Et en préparant cette émission, on s'est rappelé que l'arrivée d'Internet avait suscité, il y a 25 ans, à peu près les mêmes craintes et les mêmes appréhensions au sein d'un certain nombre d'entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, et que la greffe avait mis du temps à prendre, notamment dans la France du Minitel. Alors oui, on rigole, mais c'était quand même, on s'en souvient encore. Alors comment vos entreprises passent de la phase d'expérimentation à celle d'un changement organisationnel? On parlait de passage à l'échelle justement tout à l'heure, et un changement organisationnel et structurel. Et peut-on déjà donner à nos auditrices et auditeurs et à notre public quelques bonnes pratiques et des petits conseils en termes de valorisation du côté humain, dont on a parlé aussi, d'anticipation des impacts, de nouvelles compétences à acquérir, de gouvernance? Comment on fait pour que l'IA s'intègre parfaitement bien et que la greffe prenne dans nos entreprises? Mélanie, par exemple, je vous vois. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Le passage à l'échelle, c'est vraiment le moment compliqué. Ce qu'on a choisi pour Aria, c'est d'arrêter de faire des POC, où en fait on essayait de mettre en place des choses. Alors parfois c'était très beau, ça faisait une très belle vitrine, mais il y avait 90-95% de jetables. C'est frustrant pour tout le monde. Et on n'arrive pas du coup à accéder à la valeur. Donc alors, on s'est dit... simplement, tout le monde sait ce que c'est oui, que pardon, ici, excusez-moi. Proof of Concept, mais peut-être pour... Donc c'est Proof of Concept. Ouais. L'idée c'est de faire un petit test, et un petit test en laboratoire, ça veut dire un petit test pour de faux. Et on montre des belles choses. Quand on fait pour de faux, ça marche toujours bien. Voilà. Le problème c'est quand on veut faire pour de vrai, là il n'y a plus rien qui fonctionne, et c'est toujours frustrant. Donc là on fait différemment, on fait des expérimentations, on trouve d'autres noms, mais l'idée c'est de se projeter, l'idée c'est de faire du pré-industriel le plus possible. Alors c'est très difficile parce qu'on se prend tout un tas de contraintes dans la figure dès le début, des contraintes d'achat, des contraintes GDPR, des contraintes, j'en oublie, il y en a des achats, j'ai dit plusieurs fois, c'est vrai que c'est très très lourd. C'est complètement. Mais donc l'idée c'est bien ça, c'est d'être capable d'aller plus vite, une fois qu'on aura notre preuve de valeur, de pouvoir passer à l'échelle. Pour faire ça, on a changé notre organisation, on essaie de travailler plus étroitement avec les équipes DSI, c'est un passage obligé, on essaie de le faire le mieux possible, il faut y arriver si on veut vraiment ensuite passer à l'échelle. Et puis l'autre point, on en a parlé, c'est la data. En fait, c'est le cœur. Alors ça fait pas vendre, ça fait pas d'articles dans les journaux. C'est pas là-dessus qu'on va faire de la com comme on peut le faire pour des jolis POC qui impressionnent. Mais il faut aller faire un travail de fourmi dans nos bases de données pour accéder à la data, parce que c'est ça qui va faire notre richesse. Et c'est ça qui va faire après, quand on a des outils, qu'on va pouvoir l'exploiter, qu'on va pouvoir faire des choses qui auront un effet waouh auprès de nos clients. Donc ce travail de fourmi, il se voit pas, mais il est essentiel. Donc voilà, on est là-dessus. Je suppose que pour ça, vous appuyez sur l'ensemble des métiers et d'EDF dans toute la France. Alors on s'appuie effectivement sur les conseillers clients qui sont dans toute la France, et puis on a la chance côté EDF d'avoir une R&D, puis d'avoir des experts de data mining, des mathématiciens, des statisticiens qui explorent la data. Et on s'appuie beaucoup sur des compétences internes, pas seulement, mais aussi.
Alors, Marie-Caroline, c'est vous qui avez mentionné le terme de passage à l'échelle. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à ce que disait Mélanie sur cette question ? Nous, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, nos clients, ils sont plutôt quand même au stade de l'expérimentation. Certains ont généralisé des solutions un peu plus matures, comme les chatbots, donc ont quand même mis en production à l'échelle des techniques, mais ils sont quand même au niveau des expérimentations. Il y a effectivement des entreprises dans lesquelles il y a des POC dans tous les sens. Je discutais hier avec une directrice de l'innovation qui avait fait un tour de piste et qui en avait compté une centaine. Les métiers lui avaient dit, en gros, c'est entre 50K et 150K un POC. Elle a fait le calcul, elle a dit, mais il y en a combien qui passent en prod ? Elle a dit, 8%, je ne sais plus. Donc, en fait, il y a des sommes énormes qui sont en train d'être dépensées par les entreprises autour de ces expérimentations. Là, je pense qu'on arrive à un stade où c'est sans doute important de se refocaliser, de redonner du sens. Donc, nous, notre conseil à nos clients, c'est déjà de se poser la question de pourquoi l'IA. Maintenant qu'on s'est fait plaisir à essayer, pourquoi l'IA ? Est-ce que c'est pour gagner des clients ? Est-ce que c'est pour faire du cross-selling ? Est-ce que c'est pour gagner en efficacité ? L'IA, in fine, ça coûte cher, parce qu'il y a les 10% d'IA, mais il y a les 90% qui vont autour, qui coûtent quand même très très cher en IT. Où sont les priorités ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et uniquement par rapport à des enjeux métiers, se dire quels sont les technos que je vais mettre en place. Donc ça, c'est peut-être une première idée qui est de se redonner de la perspective, reprendre un peu de hauteur. Et la deuxième, effectivement, je rejoins Mélanie, c'est l'implication. Alors, je ne reviens pas sur la DSI, c'est fondamental. Il y a le legal, le juridique également, qui ne doit pas se rendre compte au moment de la mise en prod qu'en fait, il y a une boîte noire, il ne sait pas expliquer au régulateur comment ça marche, ou qui est responsable si l'IA se trompe, accorde un crédit quand il ne fallait pas. En fait, il y a besoin d'acculturation au sein de l'entreprise et même entre tous les services. Ouais, c'est ça, d'accord. Sur des thématiques qui peuvent aller du juridique au... D'accord. Toutes les RH, le pilotage des risques, c'est vraiment quelque chose qui transforme énormément l'entreprise. En fait. Alors là, on parle d'entreprises qui sont relativement importantes. Chez Tiny Clues, comment ça se passe Alors, je vais rassurer tous les clients et futurs clients qui sont dans cette pièce. Nous, on ne fait pas de POC. On vend directement le produit en fait parce qu'il marche. On utilise cette émission pour faire du business. Bravo David. Non mais évidemment quand même. Proof of concept, ça veut dire qu'on est en train de prouver quelque chose. Quand on l'a prouvé en série, c'est-à-dire que nous on n'est pas sur un mode projet, on fabrique pas des prototypes. On a une solution qui résout un problème très précis avec un environnement fonctionnel très précis. On sait exactement ce qu'il faut en termes de branchement data. On sait exactement quel cas d'usage on règle, ils sont documentés, il y a des dizaines et des dizaines de success stories avec des métriques où parfois on a des chiffres là de plus 100% de gain de performance. Et ça s'utilise de manière très précise. Et le seul conseil que je donnerais aux entreprises qui se préoccupent des sujets de ce que l'IA peut faire, c'est de ne pas s'intéresser à la techno, de s'intéresser à ce qu'ils veulent faire du point de vue de leur métier, qui va l'utiliser, pour faire quoi, avec quel bénéfice. Et si ce truc-là n'est pas clair et pas documenté, ils sont en train de faire des expérimentations, des prototypes, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas la même chose que de déployer un système d'intelligence artificielle en production. C'est autre chose. Et puis c'est un investissement, il faut aussi que ça rapporte, je suppose. Voilà. Mais tout ça doit être cadré. Et c'est ça, là. Nous, on a une vision vraiment très produit. On est une entreprise centrée sur du produit. Ça veut dire qu'on fabrique un produit unique qui résout un problème universel, celui de la personnalisation intelligente du marketing relationnel. Et qui est un problème commun à toutes les entreprises pour lequel on peut faire un produit normé. Et ma conviction très forte, c'est que le succès de l'intelligence artificielle à l'échelle passera par sa spécialisation dans des produits avec des enveloppes fonctionnelles et des promesses très bien délimitées et des modes d'usage très précis. On est encore dans une phase exploratoire, c'est ça. On est en train, on en revient peut-être, c'est ce que vous disiez, Marie-Caroline. On est en train le sujet par le bon bout, qui effectivement, je vous rejoins, le cas d'usage et le besoin métier. Alors justement, en parlant de besoins métiers, vous parliez des conseillers en région, etc. Je suis désolé, je vais encore revenir aux craintes et aux fantasmes. Vous allez croire que c'est ma marotte et c'est un peu le cas. Mais les développements de l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, suscitent des craintes. Et l'une des plus répandues d'entre elles consiste à penser que les robots vont nous remplacer au travail. Un peu comme dans une scène assez mythique du film Total Recall. Hello, I'm Johnny Cat. Where can I take you tonight? Drive! Would you please repeat the destination? Oh, anywhere, just go! Go! Please state a street and number. Shit! I'm not familiar with that address. Would you please repeat the destination?
Alors évidemment, quand on rencontre Arnold Schwarzenegger qui est très énervé, le robot s'en sort pas très bien. Vous n'avez pas les images, mais vous vous doutez de la manière dont ça se passe pour ce pauvre Johnny Cab. Donc c'est un chauffeur de taxi que Arnold essaye de prendre pour fuir. Et puis le chauffeur ne comprend absolument pas la destination, puisque Arnold Schwarzenegger se contente de dire « shit » avec ce merveilleux accent autrichien que je n'arrive pas à faire malgré mes origines alsacienne, pardon. Donc cette peur, cette crainte, pardon, de la transformation de nos métiers et du fait que les robots arrivent et nous les piquent, c'est pas seulement Arnold Schwarzenegger et c'est pas seulement mes petites obsessions. Cet été, le Parisien faisait notamment sa couverture sur les 5 métiers les plus menacés par la technologie. C'était d'ailleurs un rapport d'un think tank qui régulièrement, plusieurs rapports évoquent le fait que plus d'un tiers des emplois, et c'est le niveau le plus faible, serait menacé par l'automatisation. Alors, quelle réponse votre expérience sur ces sujets-là peut apporter pour apaiser ces craintes-là ? Je me tourne vers vous, puisque vous êtes en contact régulier avec des gens à qui vous dites « utilisez l'intelligence artificielle, ça va être super ». Allons-y, ça va bien se passer. Oui, on en a parlé, c'est une crainte pour les conseillers, mais vous l'avez dit tout à l'heure aussi, tous les métiers peuvent être touchés par ces évolutions. Plus on travaille sur l'intelligence artificielle, plus on a l'impression que, certes, les métiers vont évoluer, il va y avoir des nouvelles compétences, il va y avoir un certain nombre de tâches peut-être rébarbatives qui vont être automatisables et qui vont être faites par des automates. Il y a des tâches nouvelles, on parlait tout à l'heure de l'entraînement des robots, ça c'est une tâche nouvelle qui va émerger. À ce stade, je ne pense pas que les métiers disparaissent. En fait, il y a une petite partie des tâches qui sont entièrement automatisables. Alors dans les métiers que je connais, ça peut être par exemple un client qui nous donne son index par téléphone ou un client qui veut un duplicata de facture. Là-dessus, on peut imaginer qu'on ait un robot conversationnel qui comprend, qui demande « vous êtes qui, monsieur machin ?» Je comprends, je vais parler à un automate derrière qui va faire le duplicata de facture, qui va l'envoyer par mail. Donc on a 1 ou 2 cas d'usage comme ça, mais au final, ils sont assez minoritaires. Dans la plupart des cas d'usage, on vient aider le conseiller. C'est un petit peu comme le médecin, en fait. On ne va pas avoir un robot qui va opérer, mais on va avoir un médecin qui va avoir en temps réel toutes les informations pour prendre la bonne décision. Alors dans notre métier, c'est un peu pareil, avec pas les mêmes risques, pas les mêmes impacts, comme on disait tout à l'heure. Le conseiller a son client au téléphone, il essaie de traiter comme aujourd'hui le mieux possible sa question, son problème, et en plus on lui dit ce client-là en fait il a le projet de faire des travaux, on peut peut-être lui parler de ci, ce qui l'intéresse là maintenant tout de suite ce serait ça. Et donc je suis capable de lui passer le bon message au bon moment. Je suis capable aussi d'anticiper si le client a une réclamation en cours, c'est pas mal une fois que je sais que c'est monsieur machin qu'on me dit attention il a une réclame en cours. C'est sans doute pour ça qu'il m'appelle. Donc ça va me faire gagner du temps. On va directement m'ouvrir. Mais ça reste quand même, il y a un contact humain qui permet de traiter la demande, de parler, d'échanger. Et ça, je pense que dans bon nombre de cas, c'est indispensable. Mais ça va devenir peut-être plus percutant. Peut-être que toute cette phase d'identification du client, elle pourrait être automatisée. D'accord. Et David, sur cette question sur cette crainte potentielle, j'aimerais faire 2 petites réponses parce que j'ai 2 réponses contradictoires. Nous, dans ce qu'on fait, clairement, on ne remplace pas le marketeur. Dans le marketing digital, de toute façon, le problème est tellement complexe, il y a tellement de données dans tous les sens que le métier de marketeur est devenu quasiment impossible. Et avoir un assistant intelligent comme ce qu'on fait, ça ne le prive pas de son métier, au contraire, ça lui permet de bien faire son métier. Maintenant, si je disais que je suis optimiste sur les problématiques de chômage qui vont être créées par l'intelligence artificielle, je serais de totalement mauvaise foi. Moi, je trouve ça une menace très sérieuse. L'exemple le plus simple et le plus évident, c'est la voiture automatique. Personnellement, je suis convaincu que non seulement dans 20 ans ou 25 ou 30 ans, il y aura des voitures automatiques partout, mais je suis convaincu qu'il y aura plein d'endroits où les humains n'auront pas le droit de conduire, parce qu'on se rendra compte qu'une fois que les trucs sont bien calibrés, avec les voitures sans pilote, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus d'embouteillages, il y a 3 fois moins de pollution. Et cette promesse-là, elle est tellement irrésistible qu'on ne pourra pas dire non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a des millions de gens, que ce soit leur métier, si c'est les chauffeurs routiers, ou que ça fasse partie de leur quotidien et que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de prendre des rendez-vous. Donc ils ont une secrétaire pour prendre des rendez-vous. Il y a des millions de gens qui vont se retrouver désœuvrés de ces heures correspondantes et qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et je ne pense pas que ce soit un sujet technologique, c'est un sujet social profond. Comment on forme les gens pour qu'ils trouvent d'autres choses, comment on redistribue la richesse, comment il n'y a pas des méga capitalisations pour quelqu'un qui maîtrise telle ou telle technologie. Je pense que c'est des sujets très sérieux qui ne vont pas se régler du jour au lendemain, mais qu'il faut prendre de façon très sérieuse politiquement. Tout comme la disruption Internet à l'époque a fait disparaître certains métiers en créant d'autres. Je pense qu'on peut aussi prendre cet élément de comparaison à une échelle beaucoup plus grande. Sur cette question, Marie-Caroline Alors, sur cette question, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste.
mais voilà, c'est ma nature. Alors, sans vouloir faire de comparaison avec le Parisien, il y a une étude intéressante du World Economic Forum qui a été publiée la semaine dernière, qui prétend, je n'ai pas lu en détail, que l'IA va quand même créer 2 fois plus de jobs que ce que ça va détruire. Alors oui, il y a souvent des études contradictoires, tout dépend de l'échelle. On entend quand même un peu du temps, tout et n'importe quoi. Je pense qu'en 2050, on ne sera pas là pour faire les comptes. Toujours est-il qu'on voit quand même déjà des nouveaux métiers apparaître. Et puis je pense que l'humain aura quand même un rôle qu'on ne pourra jamais lui enlever. Je veux dire, tout ce qui est autour des émotions, autour de la dextérité manuelle, autour de l'accompagnement, par exemple des personnes âgées, autour du sentiment, de l'empathie, de l'amour. Ces choses-là vont rester et pour moi, sont amenées à se développer. Il ne faut pas qu'on raisonne comme si la quantité de travail sur Terre était limitée et que quand des robots en prennent, on n'a plus de travail. On va faire autre chose. Si vous avez un robot qui tond votre pelouse, vous allez mieux vous occuper de vos roses. Donc il faut, je pense, réfléchir aussi à tout ce qui demain va être possible de faire et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je peux compléter parce qu'en fait, je pense que nos 2 réponses sont pas si contradictoires que ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que cet enjeu d'éducation, finalement, c'est les soft skills qui deviennent de plus en plus importants. Mais la transition où des millions et des millions de gens sont habitués à une façon de travailler totalement différente, cette transition, elle ne va pas être facile. Elle va être douloureuse pour des gens. Et il faut réfléchir à comment on l'amène. Mais effectivement, c'est ça la transformation en question. Alors on a évoqué effectivement, enfin on évoque l'avenir quand on évoque l'intelligence artificielle évidemment. J'aimerais simplement poser une dernière question autour d'un petit exercice de prospective, ce qu'on aime bien faire chez Ouzbek Erika et ce que n'aiment pas faire généralement les gens. Donc je vais vous y pousser. Nos interlocuteurs généralement prennent plein de pincettes, mais ce sera quoi l'intelligence artificielle? On a parlé de 2030, de 2050. C'est quoi les étapes à franchir encore, tant au sein de nos entreprises que globalement, puisqu'on a parlé là de l'impact que ça pouvait avoir sur la société, etc. Et qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet? Non, moi je ne suis pas data scientist, je ne suis pas technicienne, mais je m'imagine dans l'avenir et je pense qu'aujourd'hui l'IA n'est pas encore très interconnectée à l'humain. Donc on commence à voir, Amazon a fait une expérimentation d'un livreur, de celui qui prépare les paquets avec un exosquelette connecté, des trucs super. Et je me dis demain, peut-être les expérimentations d'Elon Musk pour connecter l'esprit à l'action avec Neuralink, il y a des choses en cours chez Facebook aussi. Moi j'imagine ça, c'est-à-dire un rapprochement, sans aller jusqu'à une fusion, mais un rapprochement quand même entre l'IA qui aujourd'hui est quand même du code et la techno en fait qui va autour. Et l'humain effectivement comme vous le disiez. Mais est-ce que c'est la prochaine étape pour Tiny Clues? Est-ce que vous allez sortir du marketing pour arriver Non, je pense que quand on choisit une voie comme ça, il faut s'y tenir parce qu'à un moment donné, ça devient notre métier. Peut-être que je suis convaincu que dans mon équipe, il y a des data scientists et des ingénieurs qui dans 20 ans ou 30 ans travailleront sur des sujets complètement différents. En termes de prospective, je peux poser 2 petites énigmes éthiques au public pour un peu réfléchir à ces sujets. On n'est tous pas très confort avec la vidéosurveillance, etc. On ne trouve pas ça génial de mettre des caméras partout. Mais le jour où une caméra sera capable de dire là, il y a un viol en train d'être commis automatiquement, est-ce qu'on ne sera pas amené à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du même genre, respect de la vie privée. Qu'est-ce qu'on fait le jour où en fait on se rend compte qu'on est vraiment capable de valoriser simultanément l'ensemble des génomes de tous les humains avec leur parcours de vie et leurs maladies et qu'on a une espèce de méga-base? Comment on aborde ces questions-là? Et on va être confronté à ces questions-là, c'est quand même assez fascinant et il y a clairement des bonnes choses à faire, il y a potentiellement des choses terribles à faire. Je ne sais pas exactement, moi je suis aussi optimiste. Je pense qu'il y a des choses, en tout cas c'est extrêmement excitant. Mais il faut qu'on soit intelligent dans la façon d'utiliser. Et rester optimiste, donc c'est un bon credo. Je pense qu'il va y avoir des jobs d'éthique de l'IA, qui vont réfléchir à ces sujets-là et qui sont à créer et qui n'existent pas aujourd'hui. Alors Mélanica, sur cette question sur cette projection et ces questions de... La question sur type le meilleur des mondes fait quand même un petit peu peur. J'espère qu'on ne sera pas dans le meilleur des mondes dans 50 ans. Après, on peut imaginer, si on poursuit un petit peu, qu'on sera un petit peu, comme vous disiez, des humains augmentés. Peut-être qu'on pourra tout simplement parler toutes les langues, se comprendre tous sans avoir besoin d'apprendre. Ça, je pense qu'on n'en est pas très loin. Voilà, on n'est pas loin. On pourra voir tout un tas de choses. Donc, on aura des sens augmentés, mais on gardera quand même ce qui fait notre humanité, j'espère. Que ce ne sera pas un changement radical, quoi, qu'on va avoir
on va avoir des nouvelles possibilités qui vont nous accompagner. C'est une jolie conclusion de garder notre humanité. Moi, je refermerai bien cette parenthèse là-dessus, à moins que vous ayez cette émission là-dessus, à moins que vous ayez des choses à rajouter, ou que vous, dans le public, ayez des questions à poser à nos intervenants. Si tel est le cas, je vous prierai de bien vouloir vous présenter avant de poser vos questions à nos 3 intervenants, ou à l'un d'entre eux précisément, si vous avez envie d'en savoir plus sur les travaux des uns et des autres. Et si vous n'avez pas de questions, c'est terrifiant. Moi, j'en ai plein d'autres, mais je les poserai plus tard. Non, pas de questions dans la salle. Je sentais une forme de dissipation et un appel de la suite de la soirée. C'est bien ça qui est en train de se passer. Ah, quand même, une question. Super. Merci beaucoup. Comment on explique l'IA aux enfants? Comment on les accompagne? Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Ouais, parce que vous n'étiez pas sonorisé. Comment on explique l'IA aux enfants et comment on les accompagne dans cette transition? Parce que bon, les adultes, voilà, on y est. On parlait de 2050 tout à l'heure. Tout à fait. Et des générations futures. Donc ça, c'est une excellente question. Comment on fait? Je vais essayer de répondre en 2 mots. Pour expliquer l'IA à des enfants ou même à des plus grands, pour essayer de comprendre, je leur parle du marché de Padipado. Vous connaissez le marché de Padipado? Alors, c'est un jeu où on doit dire... J'explique. C'est un jeu, on peut jouer avec ses enfants et on leur dit, voilà, je suis allée au marché et j'ai acheté. Et puis là, on propose plein de choses, des œufs, une tomate, ma grand-mère, la lune, n'importe quoi. Et on répond oui ou non. Et le jeu, c'est de comprendre la règle. Et en fait, l'IA, ça fonctionne comme ça. C'est pas un algorithme où on me dit, si c'est noir, tu fais ça, puis si c'est rouge, machin. Non, là, on donne des exemples. Et ça peut être, par exemple, elle dit oui chaque fois que c'est un fruit. Ou elle dit oui chaque fois que ça se termine par une consonne. Et donc, le jeu, c'est ça, c'est de comprendre. Et en fait, je trouve que dans l'intelligence artificielle, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'au lieu de nous donner une règle, on nous donne tout un tas de données en nous disant celle-là, elle marche, celle-là, elle marche pas, celle-là, elle marche, celle-là, elle marche pas. Et ça marche un peu comme quand les enfants apprennent des choses. Pour leur apprendre ce que c'est qu'une vache, on leur dit pas c'est un gros animal avec 4 pieds, 2 cornes. Non, on dit ça, c'est une vache, ça, c'est un cheval, ça, c'est un... Et du coup, quand ils ont vu plein de vaches et plein de non-vaches, eh ben, ils savent les reconnaître. Et l'intelligence artificielle, je pense que c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence, parce que, en fait, du coup, le cerveau, voilà, et ça rejoint ce qu'on disait sur la data. Il faut énormément, au marché de Padipado, quand on ne trouve pas, on pose d'autres questions, et on ne peut pas trouver sans avoir posé de questions, sinon c'est triché, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de oui et beaucoup de non, et là, on a une petite chance de trouver. Donc, il faut beaucoup de data, et beaucoup de data bien triée. Voilà. Je vais garder ça pour mes neveux. Vous aviez d'autres conseils pour expliquer l'IA aux enfants et les préparer à la suite? Non, moi j'ai l'impression que les enfants, ils naissent avec l'IA aujourd'hui, donc je ne sais pas s'ils ont vraiment des questions autour de l'IA. À mon avis, ils le consomment. J'imagine qu'ils peuvent faire des traductions avec leurs copains, jouer. Enfin, je ne suis pas dans les cours d'école, mais je me dis que ça fait partie de leur quotidien déjà. En fait, là, il y a les 2 définitions de l'IA, donc ça, c'est une super bonne réponse pour expliquer à des enfants ce que c'est que le machine learning et les technologies qu'il y a derrière l'IA. Maintenant, pour expliquer l'IA d'un point de vue expérientiel, je pense effectivement qu'il n'y a pas besoin de leur apprendre, et ça paraît hyper naturel. Et souvenez-vous, quand on était enfant, on nous expliquait les ordinateurs avec des diagrammes, le microprocesseur, la mémoire, la base de données, le bus, le truc, etc. Aujourd'hui, comme on explique l'ordinateur aux enfants, on dit c'est un iPad, t'appuies là, et puis tu joues là. Et en fait, ça paraît très naturel pour eux. Comme l'électricité l'est pour nous, et probablement qu'il y a quelques générations, il fallait expliquer ce truc hyper bizarre, on appuie sur un bouton, ça allume la lumière. En fait, c'est assez naturel aujourd'hui. Donc l'IA sera partout, il n'y aura plus besoin d'expliquer à nos enfants. C'est eux qui nous expliquent. Sans doute. D'autres questions pour nos intervenantes et intervenants? Non? Eh bien, je vais me permettre donc de vous libérer tous les 3 et de vous remercier beaucoup pour le temps passé avec nous ce soir et en préparation de cette émission. Merci beaucoup aux équipes techniques qui ont été là aussi, aux équipes de communication. Merci à Marie du studio de Douzbek Erika qui a aidé à organiser de main de maître cette émission et cette soirée. Et donc je vais laisser la place et la parole avant de vous libérer à Jérôme Siméon qui a quelques mots à vous dire. Je crois qu'il va faire son apparition. Il est ici, voilà. Et qui va conclure donc notre petite intervention. Je vous laisse la place, Jérôme. Bonsoir. Je ne vais pas être très long, je vous rassure. Je suis Jérôme Siméon, je suis le patron de Capgemini en France. Je souhaitais déjà vous remercier de nous avoir rejoints. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vécu un moment passionnant. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant et intéressant.
Je voulais simplement vous dire quelques mots aussi sur le pourquoi Capgemini finalement, pourquoi on est là ce soir. En fait, on a pris le parti depuis maintenant, on va dire un peu plus de 2 ans, sous ton contrôle Antoine, d'investir pas mal sur l'IA parce que, on l'a entendu ce soir, fort justement, ça parle de 2 choses, ça parle de technologie, ça parle de transformation. Le positionnement de Capgemini, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation, en particulier quand elles sont à base de technologie. Donc c'est quelque chose qui résonne particulièrement bien pour nous, raison pour laquelle on s'investit beaucoup sur ce sujet. Je pense qu'on a devant nous des années, sinon des décennies de progrès à faire. Mais il y a 4 points en fait sur lequel j'aurais aimé en fait attirer votre attention et qui ont été évoqués ce soir. Le premier, c'est que bien sûr il y a les cas d'usage, il y a plein de start-up, de technologies à identifier. C'est d'ailleurs notre métier. Notre métier, c'est pas de les remplacer, c'est de trouver les bonnes et puis de savoir les proposer. Mais derrière ça, il y a un deuxième sujet qui est l'évolution des business models des entreprises. On l'a effleuré ce soir, mais ma conviction, c'est que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Parce que si on regarde ce qu'il y a derrière les exemples qui ont été donnés, on voit que ça touche très très vite en fait le cœur du business model de certaines entreprises, même des entreprises comme Capgemini, à travers les sujets par exemple d'automation, ou ce qu'on commence à voir aujourd'hui sur la génération de code. Notre business model va probablement être disrupté dans les années qui viennent de façon plus significative que ce qu'on pourrait le penser. Donc cette réflexion sur les business models rejoint quelque chose qui a été dit ce soir, qui est de savoir pourquoi on le fait. Je pense que c'est particulièrement important. La troisième dimension qui est importante à nos yeux, c'est la dimension, largement évoquée ce soir, de l'humain. Mais celle-là est particulièrement importante, je pense, dans le monde de l'entreprise, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que finalement, la manière dont on va être capable d'apporter des réponses aux défis qu'introduit l'intelligence artificielle, ça va être certes par des réflexions, un accompagnement des pouvoirs publics, ici emploi, mais avant tout dans les entreprises. Et donc les DRH, les managers ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Si ça reste quelque chose qui est purement technologique, qui n'est pas pris par les DRH, d'abord on va avoir un problème en tant qu'entreprise, en tant que manager, mais aussi et surtout, on ne va pas jouer notre rôle qui est de préparer cette transition. Et je pense que c'est par là que cette transition se fera bien. Et enfin, dernier point, ça a aussi été dit fort justement ce soir, mais derrière la mise en place de ces solutions, que ce soit dans une logique de use case ou dans des approches plus globales, ce qu'on commence à voir chez certains de nos clients, il y a aussi tout un aspect derrière les peurs, il y a des aspects réglementaires qu'il faut savoir appréhender, GDPR, donc des réponses réglementaires, qui sont aussi des contraintes. Et donc je pense qu'on ne peut pas parler de l'IA sans aborder l'ensemble de ces dimensions, et donc c'est dans cette logique-là qu'on prend le sujet. C'est un très beau thème de réflexion, je pense qu'on en a encore pour des mois et des années, donc je vous souhaite une bonne soirée là-dessus. Merci beaucoup Jérôme. Juste un petit point d'agenda donc pour vous dire que le 25 septembre, on sera présent au France Digital Day avec Uzbek Erika à nouveau et que nous organisons un nouvel événement au village du Crédit Agricole le 13 novembre. Donc c'est un TED Talk avec une visée là aussi prospective puisque le thème sera 2030, non pas 2001 l'Odyssée de l'espace, mais 2030. À quoi ressemble une entreprise qui a réussi le virage de l'IA ? Merci à tous d'être venus. Merci à nos amis partenaires de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Merci à tous les organisateurs. Et je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges autour d'un verre.